Alors, et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on discute un peu à rebours. Donc, je vais remonter le fil des communications. Je vais commencer par Honoré, puis après, j'ai un peu des questions pour chacun. Mais l'idéal, c'est aussi qu'on discute ensemble. Donc, si l'un ou l'autre d'entre vous a envie d'intervenir sur une question qui n'est pas pour lui, il faut vraiment y aller. Donc, just saying quickly in English, I will start the discussion. I will go backwards. So I will start with Honoré and then ask question to Paul and so on. I have specific question for each of you. I could talk to each of you like forever, but also if somebody has something to say that is not for him or her, just feel free to intervene. And also if the public wants to ask questions, I think we can also integrate them as soon as you want. So you can type them, and if I see them, I'll try to integrate them into the discussion. So we have 45 minutes more or less to make it as productive as also as honest, I guess, that we can. So Honoré, tu m'entends, Honoré? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui? oui, oui. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence avec vous, Honoré, et votre travail. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la resocialisation des biens? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est un peu votre proposition. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est, ce que vous faites? Et voilà, ce serait ma première question sur vraiment votre activité. Merci beaucoup de me passer la parole. Donc, j'ai travaillé auparavant dans les chaufferies traditionnelles du Cameroun à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel dans le cadre d'un programme qui s'appelle Programme Route des chaufferies. Et nous avons mis en œuvre dans le cadre de ce programme un certain nombre de musées dans les chaufferies. Les musées de chaufferie, en gros, ce sont des petits musées alternatifs qui s'adaptent aux spécificités locales dans la mesure où le patrimoine artistique et culturel de chaque chaufferie est constitué d'objets vivants. La présence du musée n'occulte pas pour autant la fonction rituelle des objets. Il y a donc une équation permanente à résoudre entre conservation muséale et conservation rituelle des objets. Pourquoi je parle de resocialisation? Je me suis rendu compte que depuis le début des années 2000, les chaufferies traditionnelles reconstituent sans cesse leur patrimoine. Et lorsque j'ai essayé de creuser en profondeur, j'ai constaté que la suivi des rituels, la suivi des traditions dans ces chaufferies-là était essentiellement liée à la présence des objets. Et les communautés concernées n'ont pas attendu le débat sur les restitutions. Elles s'y sont lancées. Et entre les années 2008 et 2020, il n'y a pas moins pratiquement, il n'y a pas moins de 3000 objets, 3000 biens coutumiers qui ont été reconstitués dans les chaufferies. Et qu'est-ce que j'entends par resocialisation? La resocialisation, pour moi, c'est cet acte de recréation et de socialisation des biens patrimoniaux qui a lieu au sein des communautés sources. On, une communauté donnée fait le constat de l'absence d'un bien patrimonial, peu importe les raisons de son absence, et elle refait un acte de création de cet objet-là qui est ensuite réintroduit dans le circuit des traditions. Je prendrai pour illustrer mon propos un exemple, c'est
la resocialisation du masque sacré dans la chefferie Bamendo, qui est une petite chefferie située à l'ouest du Cameroun, à mi-chemin entre les villes de Tchang et de Bapsam. Le masque rituel sacré de la chefferie est exposé de nos jours au pavillon de session du Louvre à Paris. C'est un don, c'est un legs, autant pour moi, du docteur Pierre Atter, qui était le dernier dépositaire de cet objet-là. L'objet est parti de la chefferie Bamendou en 1957 et son absence a provoqué l'arrêt des rituels et généré un certain nombre de tensions au sein de la cour royale. Et en mars 2019, la communauté a donc entrepris de resocialiser le masque et il est réapparu sur la scène publique. Il existe donc désormais deux masques Toucac, l'original exposé au pavillon des sessions du Louvre, qui a une valeur historique, et la reproduction qui est conservée à la chefferie, qui, elle, a une valeur sociale et identitaire. Mais est-ce On que, peut... pardon, je Oui. Honoré, mais du coup, est-ce que la solution que vous proposez, parce que vous parlez quand même des objets, donc il faut, enfin, est-ce que vous proposez par exemple tout simplement la réplication comme solution, ou est-ce que c'est en attendant? Just to translate, Honoré was explaining how rituals have a major part in the proper constitution of heritage, and he gave an example of the replica of a mask. But I'm wondering, are we just waiting for the other mask, or are we just forgetting the Louvre version? What is the est-ce que c'est pour attendre, ou est-ce que c'est pour réparer? En fait, ce n'est pas pour attendre, parce que les perceptions des communautés vis-à-vis de leur patrimoine évoluent et n'attendent pas. Le besoin des communautés de vivre pleinement leur culture n'attendent pas non plus. On observe que dans les chefferies, la socialisation des biens coutumiers requalifiés en objets culturels a rendu possible la création d'une vingtaine de musées communautaires à ce jour. Et on observe également qu'il est possible de recréer et de réintroduire au sein d'une communauté donnée un objet d'art, devenu objet d'art en Occident. Et cet objet est susceptible d'être remplacé par un autre pour peu qu'il ait une valeur symbolique pour les communautés. Donc, il ne s'agit pas pour moi d'une resocialisation post-restitution, mais d'un processus permanent et dynamique qui s'ancre et s'intègre dans la vie sociale des communautés sources. Et est-ce qu'il y a des allers-retours entre les cases patrimoniales et les musées, disons, et là je parle vraiment au sein du Cameroun, ou est-ce que les chefferies ont des objets et les gardent, ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent des musées et qui sortent des musées? Est-ce qu'il y a de la circulation entre les lieux, ou est-ce que chaque chefferie a son patrimoine et le préserve? Merci beaucoup pour cette question. Je vais partager rapidement avec vous cette carte pour que tout le monde ait une idée de ce que c'est que les chefferies de la région de l'Ouest et de la carte muséale du territoire. Fondamentalement, les objets qui sont exposés dans les chefferies, ce sont d'abord des biens coutumiers qui servent dans chaque chefferie.
Mais on observe tout de même depuis la création des musées communautaires une espèce de mutualisation entre les différentes communautés, une espèce de mutualisation des savoirs et des savoir-faire entre les différents musées, une espèce de concertation, de dialogue, d'implication des communautés depuis le projet de création du musée jusqu'à sa mise en œuvre. Les chefs traditionnels se sont regroupés en une assemblée où ils discutent de façon permanente des questions liées à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine culturel. Ce sont ces chefs qui sont les autorités de tutelle des différents musées qui sont mis en place. C'est également ces chefs traditionnels-là qui président les différentes commissions liées à la gestion quotidienne de ces musées, que ce soit la commission conservation, la commission diaspora, etc., etc. On observe également, depuis la mise en œuvre de ces musées, une véritable effervescence patrimoniale dans la région. J'en veux pour preuve une actualité récente qui est la visite du président du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, M. Emmanuel Casarero, qui a séjourné au Cameroun et dans les musées des chefferies de l'Ouest en vue de préparer un certain nombre d'activités et de collaborations entre le musée du Quai Branly Jacques Chirac et ces musées de chefferie-là. Donc, le fait, il y a un dialogue qui est ouvert sur le plan local entre les différents acteurs de la sauvegarde du patrimoine. Et il y a également un dialogue qui s'ouvre de plus en plus sur le plan international. Merci, Honoré. Je vais passer à une discussion qui est en fait suscitée par une des questions en ligne. Donc, peut-être je vais vous la lire et je vois que Paul et Audrey se sont déjà un peu intéressés à la question. Donc, maybe we can discuss it together. It's an online question and it's formulated like that. Comment prouver que la restitution correspond au retour d'un objet indispensable à la continuité patrimoniale? So, it's a bit in the direction. And I think Damiana wants to say something. So the question from the public is how basically restitution, how can we prove that restitution is really necessary? It's a question. Maybe the question could also be if we should prove, but I'm happy to, maybe Damiana, you want to answer that question because I saw that online you were maybe interested in answering. Am I correct, Damiana? Tu veux répondre? Par contre, you have a mic, yeah. Oui, en fait, je viens de répondre en formulant une nouvelle question. Pourquoi devrait-on nécessairement démontrer la nécessité qu'un objet soit indispensable? Je trouve, il y a des chercheurs qui montrent que cette idée de Museum of Perpetual Conservation, c'est une idée aussi récente. Et qu'il y a une longue histoire des processus de déclassement, de restitution des objets, de vente des objets. Et, ça dépend des pays aussi, ça dépend complètement des pays quoi, aussi. Oui, bien sûr. Donc, je fais référence au texte de Martin Gaiman, The Accessioning and its Discontents. Donc, je crois que la restitution, c'est un processus à laquelle on réfléchit et on lui donne un sens peut être un sens politico-diplomatique, comme la France est en train de le faire, on peut lui donner un autre sens. Maybe Audrey and Paul, would you like, I know you've answered a little bit online already, but would you like to add something on that question about, and of course the question is also in a way tricky because it's implying that we should prove that the request is legitimate. Or do you, yeah, maybe Paul and Audrey one. Do you want to add something? Very, very briefly, it's a good question.
But I always get nervous when over the years I've heard these arguments about how the burden of proof must be on the requesting community. Now, I would not claim expertise in the debates that are happening between European museums and African states. My focus has largely been on settler colonialism. And in that context, by and large, we have taken it on trust. Ultimately, if people are going to the point of arguing for the return of their cultural heritage, the return of their ancestors, given the context of our past, if we're really interested in true reconciliation, then I do believe we have to trust. I will, as you are on the spot, Paul, I will ask you a second question. Sure. It's something we had also in the show. We have no human remains and we have no cast, but we had racist depiction made in 18th century of black people. We hesitated to show them. It's nothing like, it's porcelain, it's like decorative art. It's nothing like what you showed, but it's already kind of tricky. And we hesitated to show them. And then finally we did in the show, and we got also criticism for showing that depiction, which is fair. And so I was wondering what's your choice to include in the video so many of these images, and how do you explain yourself in that perspective? Because it's a question I, as an artist, I always have to face. Why do I show that? Yeah, look, again, it's a good question. In my case, it's always a matter of consulting with the communities that I work with. And I wouldn't show an image even of a cast unless I had discussed that beforehand with the relevant people. The bust that's in Cologne that I talk about, for example, there are two. I would definitely not show one of them. The copy of a copy which appears in the video, I've discussed that with Neil Carter of the Kimberley Arts and Aboriginal Arts and Law Centre. That's fine. And my justification, and one which people would agree with me on in this consultation, would be that if we do present those images to people who are in museums, there is the possibility that they will say, oh yes, we have that cast. And at the moment, there is a major initiative within Australia which is supported by the federal government to locate these items in museum collections with a view to the relevant communities then seeking to decide their future with the museums in question. In the case of one of the images that I've shown there too, it is of a man whose remains myself and several colleagues, Indigenous colleagues, identified some 10 years ago and is now home. The Tasmanian busts, I think, are interesting in as much as we know that Wuradi and Truganini sat for those life casts, as I point out in the full version of the paper that I've supplied to you. And as far as we can tell from the historical record, we're very happy with the result. They were involved within the creation of those items. Now, the argument which some art historians have put is that, well, they are works of art and we have to ignore the uses to which they were put in museums in the 19th century. I would side with my Tasmanian Indigenous colleagues who would say, no way. Yes, we can't, we really shouldn't not show them, but we have to be very careful about how we do. And what's important is to do it in such a way that we restore to them their rightful place in Tasmanian Aboriginal history, while at the same time confronting what actually happened within the Tasmanian context. So it is a matter of collaborative contextualization at the end of the day with some of these objects, whereas others, their histories are so difficult, I would say so terrible in a number of instances, that quite clearly it is up to the community
who are the descendants of the person who was represented to decide what happens with those items. I'm gonna go one more step in that direction, and it's a question that people have asked, or it has been asked, and I guess it has been deleted, but I'll ask it anyway. And also maybe with a bit of I don't know, I don't want to say cynicism, but is consultation of communities a way to keep doing business as usual for museums? Is it just a new, you know, sorry to ask, and I ask that. No, it's a good look. It is a very good question. I mean, I was not aware of the work of Audre Lorde, who you mentioned earlier. I mean, I love that quote about the master's tools will never dismantle the master's house. I think if you were to ask Indigenous peoples in Australasia, certainly in Australia, they would say, yes, we probably never will dismantle the master's house, but we can build a better house, our own better house. And if we look at the movement, for example, in Australia, to go to localized museums, to seek the return of materials from the large state museums, from overseas collections, back to the community for their own institutions, localized museums, that's one move. In terms of the casts and human remains, there are movements for the creation of a national resting place, which the Indigenous Advisory Committee, who've been arguing for this for nearly 10 years, and the government has finally accepted it, they would like to see this as a place not just of remembrance of our colonial past, but of understanding that colonial past and education through exhibitions, etc. And to see it as something which stands on a par with our National War Memorial in Canberra. So there is a way in which, yeah, I think a lot of Indigenous people are extremely frustrated by the way that museums work. And we could talk a lot about that, which we don't have time for at the moment. Progress has been made, really significant progress has been made, certainly within the Australia-New Zealand context over the last 20 or so years. The decolonization of museums has been ongoing. But I think you'll find a lot of people will say that there is still this problem, that ultimately they are structures which do not really allow for the recognition of Indigenous aspirations to the extent that they would like. I mean, progress has been made, but I think a lot of people may well be happy with the museums, but the inclusion, I mean, inclusion I think is a very difficult word. You know, if you work in a university these days, senior management will always talk about inclusion, and we all know what that means. Probably nothing. Yeah, that's my point. Sorry to, and I talk also for ourselves in the show. We try to include, but at the end we consulted people, which is not a real inclusion. And then we showed again images that are problematic, and we talked again about our past. And I wonder if we decolonize anything. Well, it's difficult. I mean, you might make us, you know, it's like the old saying, 2 steps forward, 1 step back. It's probably better than not. You know, Damiana, maybe we can hear you on that. Do you want to comment or on the possibility to decolonize the museum, or on the rhetoric of inclusion, which I would call the rhetoric of inclusion, or on the live cast visibility and the connection to human remains in your field? Because I know you've got a lot to say. En français ou en anglais, whatever feels good. Je crois que je préfère parler en français. Moi, je préfère parler du travail décolonial au lieu d'utiliser le terme de décoloniser. Parce que je trouve que parler de décolonisation, c'est une utopie, alors que parler du travail décolonial, que ça soit consultation, que ça soit travail critique sur l'histoire des institutions, ça c'est très important. Et donc... mais très souvent, dans ces processus de consultation, on a l'impression que les interlocuteurs du musée ont le luxe de se permettre d'avoir le temps de discuter ces questions, d'avoir l'argent de se déplacer,
Donc, c'est un luxe que certaines populations autochtones ne se permettent pas. Et des musées comme les musées que j'étudie ouvrent des portes très importantes pour ces populations. Par exemple, si tu veux mener une recherche sur les restes humains en Afrique du Sud, tu dois déposer une demande qui est discutée par des membres de l'institution, mais aussi par un représentant des populations autochtones. Donc, c'est une création d'une fausse unanimité en présumant qu'il y aura une personne qui pourrait parler pour tout le monde. Donc, chaque fois, il y a ce jeu entre une polyphonie qu'on veut mettre en scène, mais qui est toujours impossible, et une voix unique pour prendre des décisions. Donc, je trouve que c'est très important de regarder comment ces processus consultatifs ont lieu, mais il reste toujours très problématique aussi. Est-ce que tu aurais une proposition? Parce que moi, je sais que pour avoir fait cette expo avec Claire et d'autres gens, bah, c'est une chose d'étudier les processus, c'est une autre de proposer des solutions. Et je trouve très difficile, en fait. Alors, je sais qu'Honoré, je sais que Paul, dans leur travail, ils l'ont fait parce qu'ils sont plus… Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont paru, qui te paraissent un petit peu moins, disons, plus efficaces ou plus importantes, ou voilà, des choses que tu pourrais… concrètement, parce que c'est ça le problème, en fait. Pour moi, en tout cas, souvent, c'est comment faire. Do you know what I mean? En fait, je fais partie de ces anthropologues qui ne proposent jamais des solutions, mais qui se posent toujours des questions. Et je trouve que c'est important de voir les limites de chaque processus, tout simplement de l'assumer. Par exemple, parce que tu formulais la question du rapport Sarr-Savoie. Et je trouve que c'est un rapport hyper important et qu'il y a un avant et un après le rapport Sarr-Savoie. Mais je trouve qu'il faut aussi voir ses limites, que c'est un document qui propose une solution politique, qui ne propose pas uniquement une solution éthique, mais qui propose des négociations bilatérales politico-diplomatiques. Ce qui est très limité quand même. Ouais. Et, voilà. Et on a vu dans le travail d'Honoré à quel point il est important de regarder le musée autrement que comme étant une institution de l'État. Donc, si on envisage les discussions, les consultations, les négociations concernant les restitutions uniquement comme un dialogue d'État à État, ça reste un travail politico-diplomatique. C'est la même chose avec les consultations. Si on dit dès le début, c'est uniquement un dialogue et on ne prétend pas parler avec les 100 000 personnes qui se considèrent comme étant les descendants, c'est bien. Alors, il y a deux questions qui vont un petit peu dans ces directions dans le chat. Alors, je vais les prendre. Une est justement sur un petit peu qui sont les descendants. And that could be a question. I think it's a big question. It's always discussed, but maybe everybody wants to answer it. I will review the question in French. Le rôle de l'introduction de l'islam et du christianisme dans la culturation des cultures traditionnelles et l'exportation ou la cession des objets, bref, les changements culturels. Quel retour lorsque les cultures ont changé à ce point? Ça, c'est une des questions du public. Maybe also Honoré wants to answer what can we say? To whom should we return when the community production, la communauté d'origine has changed, basically. I think it's a big question. Maybe Damiana, Honoré wants to… Et après, j'ai une question pour Audrey encore. Honoré, je vais commencer si vous le permettez. Je suis très d'accord avec Damiana Otou. Je pense qu'il faut passer du décolonial radical vers un décolonial beaucoup plus constructif. Je vais répondre… Pardon? Aussi peut-être modeste. Oui, pourquoi pas, oui. Merci. Je vais essayer de répondre à la première question dans le chat. Commencer à effectuer la reconstitution sur quelle base juridique et politique? Je pense que les populations ont effectué la reconstitution des objets sur une base beaucoup plus culturelle et coutumière. C'était un objet présent à la chefferie qui a été utilisé lors des rituels. Il y a eu un besoin de combler le manque
et le mécanisme visant à aboutir à la création et à la resocialisation d'un nouveau objet a été enclenché. Donc, voilà. Il s'agit là vraiment d'un régime de patrimonialisation ancré sur les besoins des communautés. Maintenant, sur le rôle de l'introduction de l'islam et du christianisme dans l'acculturation des cultures traditionnelles. Quel retour lorsque les cultures ont changé à ce point? Je pense qu'il faut être un peu nuancé sur ce sujet parce qu'il y a par exemple, quand je prends le cas des chefferies traditionnelles au Cameroun, le royaume Bamoun par exemple, qui est l'un des plus grands royaumes d'Afrique centrale, a une partie de sa population qui est islamisée. Le sultan roi des Bamoun, par exemple, est d'obédience musulmane, mais c'est à Foumbal qu'on retrouve l'un des plus grands musées d'Afrique centrale aujourd'hui. La plupart des chefs traditionnels sont christianisés, mais cela n'empêche pas que dans les chefferies aujourd'hui, on rencontre encore des cultures vivantes au quotidien. Je pense pour ma part qu'il faut être un peu beaucoup plus nuancé par rapport à ces problématiques-là. Merci beaucoup, Honoré. Je vais passer à Audrey, qu'on a fait beaucoup attendre, et c'est une question pour elle et pour aussi un petit peu tout le monde qui vient du public. Comment jugez-vous, Audrey, enfin dans votre travail, comment avez-vous perçu, compris les réactions qui ont accompagné la publication du rapport Sarr-Savoy dans les médias? Je vais juste la transmettre en anglais. So it's about the Sarr-Savoy report. And I wanted to, it's also a question I have, how do you analyze the reception? To whose benefit is the report in your perception in the media? How do you understand it from your quantitative and qualitative analysis in your research? And I think everybody also might want to add. But... Ouais, en fait, merci pour cette question. En fait, les réactions suite à la publication du rapport Sarr-Savoy dans les médias, notamment en France et dans ce que j'ai étudié, alors elles sont plutôt négatives, et je pense que c'est à ces réactions-là que aussi la question dans le chat faisait référence, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des réactions qui ont été positives aussi, hein. Il y a quand même eu une partie des réactions qui ont salué le fait qu'il y a eu le discours de Ouagadougou d'Emmanuel Macron, qu'il y a des réactions qui ont salué le fait qu'il y ait une commission qui soit lancée, qu'il y ait un rapport qui est publié au final. Mais c'est vrai que ce qui a été visible dans les médias à la suite de la publication du rapport en novembre 2018, c'est surtout les réactions négatives, notamment aussi, et moi c'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, des institutions muséales. Donc on a eu pas mal de réactions, notamment par exemple du musée du Quai Branly, qui disait avoir été peu intégré au rapport, et que ce rapport du coup prenait de nouveau une dimension plutôt politique, parce que les musées, les institutions muséales, les institutions de recherche n'avaient pas été associées en fait complètement ou totalement au rapport, bien que en fait ce soit des collections du musée du Quai Branly qui soient principalement concernées par le rapport Savoy-Sarr, qui, rappelons-le, se concentre vraiment sur quelques objets d'une collection d'un pays aussi, hein. Et je trouve que, alors peut-être c'est notre biais de francophone, on revient souvent à ce rapport-là, mais il y a par exemple beaucoup de choses qui se font en Allemagne sur les collections ethnographiques allemandes, etc., qui sont aussi très intéressantes, mais bref, hein, je ne veux pas me disperser. Par rapport à ces réactions-là, en fait, je pense qu'il y a un point essentiel dans les réactions, c'est au final, ça revient souvent à quel est le sens de la restitution. Quel sens on donne à ces restitutions, qui je trouve est en fait aussi ce qu'on voit dans les questions qui sont posées un peu dans le chat. Je reprends du coup la question qui est posée par Madame Morgan là, dans le chat, parce que en fait, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante, et la façon aussi dont elle est posée, on voit en fait que dans le questionnement sur ce sens des restitutions, il y a toujours quelque part, je trouve, 4 niveaux. En fait, il y a le niveau
qu'est-ce qui est indispensable? Donc là, on a un peu répondu dans le chat, donc on ne peut pas définir qu'est-ce qui est indispensable à la continuité patrimoniale et au patrimoine des populations concernées, parce que la définition n'est pas homogène pour tout le monde. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de continuité patrimoniale, et ça, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé dans cette discussion, parce qu'on parle uniquement de valeur patrimoniale des objets dans le cadre de leur restitution, et on parle peu, en fait, de toutes les autres valeurs que peuvent avoir les objets, ce qu'a un peu souligné Damiana, et je suis tout à fait d'accord avec elle, parce qu'en fait, il y a des valeurs qui sont esthétiques, il y a des valeurs qui sont économiques. On n'a pas encore abordé ce sujet, mais il y a quand même une place très importante qui est faite aussi à l'argent dans tous ces débats. Et il y a évidemment des valeurs symboliques, etc., de ces objets. Et du coup, je ne vois pas comment, en fait, on peut réussir à définir quelle valeur l'objet doit prendre quand on le rend à une population concernée, ce qui rejoint un peu, en fait, ce qui permet, à mon sens, un petit peu très humblement de répondre à la question qui était posée par M. Sagna là, dans le chat sur comment rendre si les populations ont changé. En fait, au final, pourquoi ça serait uniquement un retour sur la base d'une valeur patrimoniale, et ce retour se justifierait uniquement parce que l'objet a une valeur dans la culture ou le patrimoine concerné, alors qu'en fait, il peut avoir d'autres valeurs, et que, comme le disait Paul, c'est pas forcément à nous de juger, ou enfin, c'est pas aux populations de prouver, pardon, que cette valeur-là, plus qu'une autre, est importante et nécessaire et indispensable pour eux. À contrario, en fait, c'est un peu provoquant, on peut aussi se dire pourquoi est-ce que nous, on ne prouve pas que ces objets doivent absolument rester dans les collections des musées, en fait. C'est super. J'ai encore des questions pour Audrey, mais peut-être juste, does anybody want to say something on the Sarsavoir rapport as we are here on it, Paul? And then I'll come back to you, Audrey. Oui, Paul, just turn, voilà. Just very quickly, it's hard not to feel somewhat cynical about the report and to question whether it indeed is more than a political gesture. In 2014, Francois Hollande, as President of France, agreed to a request by the Australian government on behalf of its indigenous peoples, its First Peoples, to repatriate the ancestral remains from French museum collections. Nothing has happened. There is the case that the Australian Embassy in Paris has sought to continue ongoing discussions with the Ministry of Culture in France, to no avail. One wonders why it is that Australian requests have been ignored. Those admittedly of New Zealand, of Maori peoples seeking the return of their treasures, particularly toi moko from collections in France, have been recognised by special legislation within the French Parliament. But one wonders whether this has more to do with restoring trust with Pacific nations, and ultimately is really the ongoing reverberations of the sinking of the Rainbow Warrior in Auckland Harbour in 1985. So from the perspective of those of us in settler colonies, and admittedly the situation is obviously different with France's relationship with Africa and African states, the new nations of Africa, but it is very hard not to see this as a political gesture, and as the old saying goes, we would like to see the proof in the pudding. Damiana et Honoré, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur le sujet, ou le rapport vous inspire pas? Honoré, on a un petit peu compris votre position. Damiana, do you want to add something? Or? Je crois que moi aussi, j'ai dit quelque chose par rapport au rapport. Alors, je vais revenir. Après, moi, I would like to add, if it's just a political gesture, it also has a value. One just need to be clear about what it is. It's not, it's a political gesture also from the others. They wanted to shake the tower, and somehow they did, and that might have nothing to do with the local communities, but just to, perhaps we have to understand it, at least that's the way I understand it. It's more like a rhetorical, shaky, aggressive report, which I kind of like, but it has nothing to do with actual, or not so much to do with people at the end. Is that, I don't want to, I say that in a nice way, I guess, I hope.
Bon. Je crois que c'est important aussi de ne pas regarder uniquement un texte qui a ses limites parce qu'il a été conçu relativement vite, mais de voir ce qui va se passer après. Est-ce que la France va commencer à financer des recherches de provenance? Est-ce que les gens qui travaillent dans ce domaine voient les recherches de provenance comme une manière de retarder le processus? Parce que c'est l'opinion, par exemple, de Clémentine Delis qui dit il ne faut pas faire les recherches de provenance. Donc, pour revenir au rapport, je trouve qu'un texte qui est relativement vite écrit n'est qu'une déclaration et un début. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer. Et de mon expérience des négociations entre la France et l'Afrique du Sud, il y a toujours ces dimensions d'une politique symbolique. Quand la France a décidé de restituer les restes de Sarah Baartman, ils ont demandé explicitement qu'il n'y ait plus d'autres restitutions. Donc, ça fait partie des négociations. On vous rend un reste, mais silence après, parce qu'on ne veut pas quand même vider les musées. Et dans le musée de l'Homme, à côté de Sarah Baartman, il y avait d'autres restes, peut-être des personnes qui étaient moins vedettes que Sarah Baartman, mais qui ne seront jamais sur la table des négociations. Pas tout de suite, en tout cas, ouais. Je ne sais pas exactement, mais a priori, cela a été écrit, a été clairement dit qu'il n'y aura pas d'autres demandes. Alors, je vais revenir à Audrey pour répondre un petit peu aussi à la question du panel to whose benefits. And I wanted to share the fact that, so with the exhibition we did, we had a lot of press coverage. Even Claire did a TV interview. So it's not difficult to remark that the research I do normally has less press coverage, and that this has more press coverage. So, and to whose benefit? Definitely also to my benefit. No, it's the truth. So I would like to ask, sorry to say, but so I would like to ask Audrey, do you think, and I don't want to, I mean, I was not calculating it, but I have to note it. Do you think it's also a way to be in the media for white people working in museum? Is it a way to get press coverage, to say, oh, I will decolonize, I'm working on a hot topic? And then I'm just talking really about Europeans on like the global north, basically. Est-ce que tu as remarqué qu'en fait, c'est un hot topic et que c'est une manière d'avoir de la presse? Ou bien, en fait, non, j'ai juste eu de la chance parce que mon exposition était vraiment extraordinaire. Voilà. Non, mais il y a je pense que dans le cas d'Exotique, il y a le fait que c'est une expo, le fait que ça part des restitutions, et qu'en plus, je pense qu'il y a une couverture aussi médiatique suisse qui a joué. Enfin, voilà, je pense qu'il y a au-delà de nous. Au-delà de nous. C'est une excellente question, effectivement, mais que justement, en fait, ce que j'ai essayé de dire un peu dans la vidéo et qui est, moi, un résultat préliminaire qui m'a étonnée dans ma recherche, c'est que justement, je trouve que les musées sont très peu visibles, en fait, au final, dans cette couverture médiatique. Ce qui est visible, c'est vraiment les objets, les cas, en fait, mais on parle au final très peu de l'institution qui garde ces objets. Il y a quelques personnalités qui sont un peu médiatiques, mais alors pour le coup, c'est aussi vraiment dû un peu au paysage français, mais genre par exemple Stéphane Martin intervenait quand même pas mal à certains moments dans les médias à ce sujet, mais en fait, les personnels de musées et les institutions en elles-mêmes sont très peu visibles. Et moi, ça m'a étonnée parce que je pensais, justement, j'étais partie de l'hypothèse de départ dans cette recherche que cette couverture médiatique, elle allait de pair, en fait, aussi avec une forme de visibilisation des musées d'ethnographie, liée aussi à tout le débat plus large, hein, au-delà des restitutions, de la place du musée d'ethnographie, de son rôle dans la société, de comment est-ce qu'il doit présenter les collections, de tout le débat qu'il y a eu en France aussi sur esthétique, vs ethnographique, etc. Et en fait, pas du tout. Donc, il n'y a pas eu dans les médias ce lien et on ne voit pas de... Même en fait, pour moi, c'est vraiment très étonnant, même en 2006, au moment de l'ouverture du musée du Quai Branly, il n'y a pas de couverture supplémentaire médiatique par rapport aux restitutions ou à la question des objets photographiques, en fait. Enfin, c'est vraiment... On parle un peu de l'ouverture du musée. Donc là, il y a une petite visibilité, mais parce que le musée ouvre. Mais après, en fait, on ne retrouve pas ces institutions-là. Et d'un côté, bah, comme on le dit, en fait, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est positif ou pas, je suis comme un peu comme Damiana, je préfère poser les questions que juger de... mais en fait, oui, quelque part, en fait,
les musées ont quand même un rôle, et moi je suis quand même étonnée, après c'est peut-être le prisme en fait de ma vision en tant qu'ancienne professionnelle de musée et en travaillant sur le musée, je suis presque vexée un peu personnellement de ne pas voir plus en fait d'institutions muséales présentes dans les médias, parce que je me dis, il y a quand même aussi tout un travail à l'intérieur des musées, alors enfin voilà, qu'il soit bien ou mal, enfin après on peut juger, mais qui en tout cas n'apparaît pas dans les médias. Ce qui apparaît, c'est vraiment le contexte politique. C'est vraiment la question politique qui apparaît dans les médias. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir sur une question du chat. N'hésitez pas, si on va dépasser un tout petit peu l'heure, si vous avez envie. Voilà, on va prendre un tout petit peu plus de temps. Moi, j'aurais des milliers de questions, mais je voulais quand même que le public pose une question. Alors, il y en a une en ligne qui a été un tout petit peu répondue par Paul, mais peut-être je peux proposer à tout le monde d'y répondre. C'est de Léonisius, donc c'est une des participantes de la conférence. When it comes to the colonization of museums, which role do you give to the audience in the museum to dismantle the master house? Est-ce que le public peut jouer un rôle? C'est vrai qu'on a un peu invisibilisé les publics là. Est-ce qu'on peut espérer que le public, alors dans le cas d'Honoré, c'est un public participatif quand même, mais est-ce que le public peut décoloniser? Ou est-ce que c'est que du côté de la superstructure du musée? I know, Paul, you've answered that a little. But is the audience a force in decolonizing or not that much? So it's for everyone. Honoré, tu as suivi la question? Tu peux aussi répondre pour toi si ça s'applique. Quel est le rôle du public? Si, il y a le mot public, ça... Peut-être Audrey, vu que tu es en face de moi. Après, moi j'ai une expertise beaucoup plus limitée sur cette question-là du public, vu que je ne la traite pas directement dans ma recherche, mais je pense de façon plus générale, ça pose la question, enfin ça s'inscrit dans les questions sur la participation au musée, déjà de manière générale, et en fait, on touche là, je trouve, à des questions qui sont très intéressantes, mais qui peuvent aussi avoir des faces cachées. Par exemple, de plus en plus souvent, là, alors on ne parle plus forcément de musées ethnographiques, mais dans tout le cas des musées, de la question de l'inclusion, par exemple, des personnes en situation de handicap ou d'autres minorités, on parle aussi de quelle est la différence entre faire participer des communautés ou des groupes et renouveler une forme d'exploitation, en fait, en utilisant leur savoir, en utilisant leur temps, en utilisant leurs connaissances, etc., pour documenter les musées, pour de nouveau servir des institutions qui, au final, s'adressent à des publics toujours spécifiques, mais ça, c'est une question plus large des musées, donc pas forcément que en termes de collection ethnographique. Je laisserai peut-être mes collègues répondre de manière plus spécifique. Does anyone feel inspired by the question of audience? Moi, je voudrais ajouter le fait qu'on devrait peut-être utiliser le pluriel, les publics. Certains publics ou certaines réactions peuvent aller dans le sens d'un travail de décolonisation et d'autres dans le sens inverse. Par exemple, la galerie d'ethnographie qui a été fermée au Cap, mais aussi les moments antérieurs où on a fermé des parties de cette galerie, par exemple les dioramas. La réaction du public a été, il y avait plusieurs réactions du public. Certains disaient c'est trop tard, cette fermeture met finalement fin à cette forme de violence coloniale où l'on continue à voir des gens nus et à voir le présent ethnographique dans une expo. Mais il y avait aussi la réaction d'autres parties du public ou d'autres voix du public qui disaient mais cessez de censurer les expositions. On a envie de voir cette violence coloniale, on a envie de voir des méta-expositions. Donc oui et non. Et il y a plusieurs types de publics. Paul, yeah, just go ahead, please. Paul. Sorry, just very quickly. I mean, again, the part of the problem with this is that there's no one colonial culture, in a sense that there are multiplicities of colonial culture. But if we look at exhibitions within settler colonies over the last 20 years, some of the best exhibitions have been those where you've had indigenous curators who know their audience or anticipate what their audience is. But another problem that arises is that even though you've had a very strong move towards decolonization by the employment, ideally on a permanent basis, of indigenous staff, and many museums have done that,
the difficulty still is that there's a tendency to really relate to those communities whose objects may be the largest part of those collections. And the point that was made earlier about the cultural significance, you know, I mean, cultures change, they evolve, etc. And the notion of kind of thinking in terms of traditional culture is very unproductive. But the difficulty is that if you then start to think about these collections in terms of relating to those communities who may still have their land, who may still have significant parts of their customary law intact, what do we do about those peoples who are not living in that space, those who have been in the urban context for years, those whose experiences and whose cultural outlook may well be very significant. So in a sense, that move towards decolonization has been very good, but it still runs up against the problem of tending to favor, sometimes inevitably, those communities who probably have been the least affected by colonialism. And I think that raises a problem when we talk about reparative decolonization, that we are probably interacting perhaps a little bit too much with those for whom the damage has not been so significant. I don't know, I think it's a problem. Merci, interesting point. Honoré, you want to say something or not really? Oui. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter qu'il faut inévitablement replacer le public au cœur des musées. Il faut les publics, oui. Il faut libérer la parole et que le musée redevienne cette agora-là où tout le monde est libre de s'exprimer dans le respect de l'autre. Honoré, il y a une question pour vous dans le chat, je vais juste vous la lire. Est-ce qu'un retour ponctuel des objets conservés en Occident pourrait être intéressant, en gros? Il me semble qu'on n'y a pas complètement répondu. Would a temporary return, or like loan, as it's probably called, be interesting in your example in Cameroon or not? Or doesn't, just like for one, est-ce que, voilà, un retour, oui, ponctuel, ce serait intéressant ou bien non? Je pense que à partir du moment où on replace les publics, autant pour moi, au cœur de la problématique des musées, cela implique un certain nombre de démarches, notamment la collaboration entre les conservateurs du Nord et les conservateurs du Sud. Et également, cela implique également de mettre en place des projets situés, que ce soit dans des musées en Occident, mais aussi également de construire des coopérations dynamiques autour des projets situés au sein des communautés sources. Il y a des communautés qui n'ont pas, tout le monde n'a pas la possibilité de voyager. Par exemple, je veux bien qu'à l'occasion d'un festival, par exemple, au sein de la communauté Bamendou, que le Quai Branly consente à faire voyager le grand masque sacré Toukat de Bamendou, afin que les populations renouent avec le masque historique. Cela ne viendrait qu'enrichir les connaissances documentaires autour de ce masque-là et replacer la problématique du public au cœur du projet muséal. Voilà. Et j'ai une toute petite question. Ah oui, Damira, tu voulais répondre? Non. Non. J'ai une question encore. Et après, je vais vous laisser encore quelques minutes peut-être pour vous interroger les uns les autres, si vous avez des questions pour les uns les autres. J'ai juste encore une question pour Honoré. Parfois, on entend dire qu'au-delà de la restitution des objets, au lieu de retourner des objets, ce qui serait bien déjà, c'est par exemple de s'excuser, au lieu de donner des choses, de s'excuser. Par exemple, premier, est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu?
ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît totalement peu... voilà, moi j'ai entendu ça de la part de conservateurs d'art africain qui disaient oui, mais avant de rendre les objets, peut-être juste déjà donner des excuses. Just before we give back stuff, just like already give excuses. It takes 1 minute and it can repair maybe. Is that something that is in your mind? Je suis désolée, ou vous en fichez des excuses. Je pense que je vais répondre à cette question à titre purement Bien sûr, personnel. S'excuser par rapport à quoi? À leur séquestration, enfin voilà, au contexte de ces idées. Je pense que l'histoire est dynamique, l'histoire n'est pas figée. Et je pense qu'on pourrait beaucoup plus parler de transparence, de transparence dans la restitution des faits historiques, de transparence dans la mise à disposition de la documentation, de transparence dans la mise, dans la numérisation et la mise en ligne des collections et des archives, etc., etc. Donc, ça c'est mon avis personnel. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi la perspective un peu de Felwine Sarr. Hein. Lui, il demande aussi beaucoup, voilà, de donner l'accès aux informations, en fait, de partager les informations. Oui, je pense que le partage des informations serait beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Est-ce que vous voulez... Il y a eu d'autres questions encore par rapport... Alors, il y a encore des questions par rapport au rapport Sarr-Savoy. Et notamment un message. Je vais tout prendre en même temps, puis après, je vais vous laisser voir si vous voulez répondre. Une des choses qui a été dite par rapport au rapport Sarr-Savoy, c'est qu'il a eu l'immense pouvoir de faire bouger les choses. Donc ça, c'est une des choses qui est dite, c'est vrai, je pense. Après, est-ce qu'il y aura des réactions vraiment concrètes? On ne sait pas. Une autre question qui intervient, c'est l'idée de faire des copies 3D des objets, donc 3D print. Et puis, la troisième chose que je voudrais et ça c'est pour tout le monde, si vous avez, on a vraiment quelques minutes encore, 1 minute maximum chacun, si vous avez envie de dire, de vous poser une question l'un à l'autre, est-ce que voilà, est-ce que il y a une question est-ce que Damiana veut interroger Paul, ou est-ce que voilà. Donc je vais vous laisser un petit peu avec ça, si vous avez envie de répondre ou pas, et sinon on va arriver à la conclusion de la discussion. Donc le rapport Sarr-Savoy qui fait bouger les choses quand même, les copies 3D, et aussi des interrogations peut-être entre vous. J'ai une question sur disons, les formes de la perpétuation de certains types de savoir. Et j'ai envie de demander peut-être à Paul, mais je vais peut-être essayer de formuler la question en anglais. Comment on pratique de recherche de provenance post-restitution? Parce que de mon expérience, on trouve que la restitution est un changement tellement radical de point de vue législatif, mais quand on regarde ce qui se passe après la restitution, c'est un retour à l'anthropologie raciale. Soit on met en place des recherches génétiques, soit on commence à utiliser la bonne vieille anthropométrie pour essayer de voir à qui appartiennent. Donc, it's a question about knowledge making and the knowledge systems that are being used after the restitution process. And in the cases that I'm aware of, very often you have this major change where human remains are being restored and are being considered ancestors, but after the restitution you have different forms of racial anthropology being used in order to understand to whom to give the human remains. And I'm aware of researchers doing genetic research, DNA research, but also researchers still using anthropometry to try to understand which is the community, the source community. Yeah. Yeah, this is a very big issue which we don't have time to discuss. And in fact, this morning I was having a very long discussion with somebody about a research project. It's a very, very difficult one to resolve. There are some communities. I think, look, the test is whether the community wants it to happen.
and whether in fact they are given all of the facts, all of the knowledge. The fundamental problem at the moment with DNA and isotopic research is that there has been a number of incidents where the ambitions of the scientists have led them to promise Indigenous communities more than the science can tell them. And this is a very, very difficult issue. We are currently looking at an example of this at the moment in the research project of which I'm a part of, where we are in a kind of real bind because the communities have had the remains returned. They are largely unprovenanced. They know they come from Victoria. The only way that we might be able, or they might be able to return them to the right land and to the care of the community whose ancestral land that is, may be by isotopic analysis, or possibly even the analysis of proteins extracted from these bones, which are in most cases probably around about 100 to 150 years old. It's what they want. They are desperate to see them reunited with country, and they're prepared to use scientific techniques to do it. But they are doing it of their own free volition. 2 years ago, I was involved in the repatriation of the remains of a man to Cairns in North Queensland. That community has wanted and has taken DNA samples because they do want to know who is related to within that community. And they have done that by carefully working with the scientists, asking the scientists the questions at the end of the day. And I think the thing that we've learnt is that it is a matter of trust. I mean, if a community wants to do this work, then obviously, yes, they should. Obviously, yes, we have to do it for them. And there are numerous examples of that. The risk is the risk that's with us all. I'm not Indigenous. You might say that, you know, in a sense, the work on provenance that I've done for 30 years, has certainly helped me. I mean, you know, it's part of my profession. Ethically, I believe I have to do it. But like all of us, we're in this kind of difficult position where, you know, we probably do have to be conscious of the degree to which we're in an ongoing negotiation, an ongoing discussion, and we're the ones who probably still have the power. Bien sûr. Et ça rend les choses compliquées. Je vais conclure sur cet appel aussi à l'introspection et à se questionner toujours sur sa position et d'où on parle et pourquoi on parle. C'est des choses de base, mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour pas, en fait, ne pas faire comme un auto-goal. On voudrait mettre un goal et puis finalement, on le met dans la mauvaise direction. Je crois qu'Olivier va juste conclure la discussion. Je vous remercie tous et je laisse la parole à Olivier pour un petit goodbye. Merci infiniment à toutes et à tous. Alors peut-être juste avant de conclure, il y avait encore une toute petite question en fait en suspens par rapport au cas suisse, hein, par rapport au processus consultatif qui est problématique, qui n'est même pas envisagé dans bien des cas, nous dit Saskia Cousin. On reste dans des relations bilatérales. Qu'en est-il en Suisse ? Alors, vaste question, peut-être pour y répondre, on pourrait rapidement citer ces mots de l'artiste français Ben, qui en 1992 nous disait « La Suisse n'existe pas ». C'est assez vrai, il n'y a pas une Suisse, il y en a, en l'occurrence, en ce qui concerne la culture, 26 en tout cas, puisque c'est les cantons qui en Suisse sont responsables de tout ce qui est de l'ordre culturel. Donc il y a autant de réponses à cette question que de cantons, voire même de municipalités, qui bien souvent sont les détentrices à la fois du patrimoine et responsables en fait des musées et qui prennent les décisions comme bon leur semble en toute indépendance. Donc je pense que le cas suisse à lui tout seul pourrait nourrir encore d'autres discussions. Voilà, très rapidement. Je tiens vraiment au nom de tous les organisateurs à remercier à la fois Noémie Etienne et les 4 panélistes. En cette période de pandémie que nous passons très souvent en ligne, vous avez réussi un petit exploit, c'est qu'on sera presque triste de cliquer sur le bouton rouge dans les secondes qui viennent et on aurait voulu rester plus longtemps avec vous. Merci infiniment, c'était à la fois passionnant, informé, riche d'expérience et de partage d'expérience. Donc,
Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle peut-être encore cet après-midi le dernier rendez-vous de cette conférence à 2h. Nous allons un peu prolonger en fait les différentes questions que nous nous sommes posées ce matin dans un panel modéré par le professeur Marc-André Reynolds du Centre de droit de l'art à l'Université de Genève, intitulé « Restituer des causes aux conséquences ». Nous espérons que vous serez également nombreuses et nombreux à ce moment-là et que la discussion sera tout aussi passionnante. Merci encore à tous. Thank you very much. See you. Goodbye. Thanks a lot. Thank you. Goodbye. Have a pleasure. Bye. Bye. Au revoir. Bye. Bonne journée, bonne nuit.